tous, vous êtes sur S'envol Vidéo. Je suis Orkwild et je suis en compagnie de Sod. Salut! Aujourd'hui, on vous retrouve pour parler de Money Heist Korea, la version coréenne de La Casa de Papel. 6 épisodes sont sortis, ils font 70 minutes. Apparemment, c'est que le début de la première saison. Un peu comme La Casa de Papel, ils font les saisons en 2 parties. On a regardé les 2 premiers épisodes et on est là pour vous en parler. Si vous n'avez jamais vu La Casa de Papel ou si vous êtes un fan absolu, la série est pour vous. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'inédit, à part peut-être des backgrounds de personnages et puis... Un contexte vraiment intéressant. Pour le coup, le contexte est incroyable. Mais sinon, pas grand-chose de nouveau sous le soleil. On va vous en parler, restez avec nous. Comme d'habitude, on va commencer par une partie no spoil. Et j'aimerais qu'on parle du contexte original de cette série, qui est très différent de la série d'origine, parce que là, pour le coup, on est dans une anticipation. L'intrigue commence en 2025, dans un futur où la Corée du Nord et la Corée du Sud se sont unifiées dans une union économique, et où du coup les habitants ont pu passer d'un pays à l'autre, ce qui crée énormément d'intrigues et un contexte hyper original. Tout à fait. C'est juste fou, parce qu'on se dit c'est improbable, ça ne pourrait pas arriver. Mais finalement, avec la Russie qui entre en guerre concrètement avec l'Ukraine, on se dit qu'aujourd'hui, on arrive dans un monde où tout est faisable. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Imaginons ce monde où les deux Corées se réunifient après 70 ans de guerre, et ça apporte un enjeu, un impact dans le background de nos personnages qui est juste excellentissime. Enfin, vraiment, ça donne du corps, contrairement à La Casa de Papel, où là, pour Tokyo, on a juste 2 braqueurs, dont un qui décède, et c'était son copain, c'est vraiment très triste. Là, on a un enjeu où vraiment... Les personnages ont vraiment des passés très durs, très noirs, et on comprend beaucoup mieux comment ils en sont arrivés là que peut-être dans la série d'origine. Puis ça a un enjeu, parce que finalement, comment ils galèrent dans cette Corée réunifiée, parce que tout n'est pas rose, mais ça reste quand même mieux que ça reste avant mieux la guerre. Que la séparation, surtout pour la Corée du Nord, ça reste quand même beaucoup mieux. Mais il y a quand même beaucoup de désillusions, beaucoup de Coréens du Nord qui sont venus en Corée du Sud en se disant qu'ils allaient avoir une vie bien meilleure et qui se retrouvent confrontés au capitalisme et qui ont beaucoup de désillusions et qui du coup sombrent effectivement dans le braquage, tout ça. Bah déjà sombre dans la pauvreté, parce que tu vas avoir vraiment la nature humaine qui va reprendre ses droits avec, on va dire, des proxénètes, avec des personnes qui vont vraiment être dans la drogue. Abuser des personnes plus faibles qu'eux. Et... Donc finalement, le danger de l'être humain, si jamais on les laisse faire ce qu'ils veulent, et on se rend compte que ce pays finalement imaginaire d'une Corée réunifiée n'est finalement pas si facile que ça à mettre en place, et ça reste génial pour l'enjeu de nos personnages. Je me répète, mais ça donne du cœur, ça donne du corps, et ça crée un contexte vraiment original qui nous permet aussi de nous différencier avec la série d'origine, parce que c'est vrai qu'on va en parler, mais le braquage en lui-même est quasi identique à la série d'origine, donc je trouve quand même que c'est important d'avoir un contexte qui est très différent et où il y a des problématiques très différentes. C'est tout à fait exact, parce que si on avait que ça, si on avait que la Casa de Papel avec le braquage qui se passe à l'identique, c'est bien, mais merci, on a déjà vu. Après, on aime bien tout ce qui est coréen, parce qu'au niveau des personnages, ça joue extrêmement bien. On a une maîtrise quand même dans les films coréens, séries coréennes, qui sont juste folles, mais... Si c'était que ça, est-ce que ça valait le coup de faire une série coréenne? Pour l'instant, en ayant regardé 2 épisodes, c'est pas trop mal. L'objectif est bien rempli, mais est-ce qu'on va pas se faire chier? Je me suis posé également la question parce que, comme je le disais, le braquage, en tout cas les étapes du braquage dans les 2 premiers épisodes, c'est vraiment identique à la série d'origine. On détaillera peut-être dans la partie spoil, je vais pas en parler tout de suite. Il y a des petites divergences, mais globalement, on va dire que on sait ce qui va se passer. On sait comment ça va évoluer, on n'est pas surpris, alors que les personnages, eux, sont surpris de comment l'autre camp avance, la police, les braqueurs. Mais nous, c'est vrai que du coup,
quand on a regardé La Casa de Papel pour la première fois, on était surpris en même temps que les policiers et tout ça, des réactions des braquards. Mais là, du coup, on sait exactement comment ça va se passer. Et ça, pour le coup, c'est vrai que j'aurais aimé qu'ils créent un nouveau braquage, en fait. Peut-être inspiré de la série d'origine, mais d'avoir un nouveau braquage avec des nouvelles problématiques, des nouveaux plans. Alors ça me dérange pas parce qu'on est vraiment sûr, c'est une copie finalement, c'est une copie, mais alors c'est intéressant d'ajouter de nouveaux éléments pour, par exemple, ça on fait souvent, c'est d'ajouter la même équipe, mais on rajoute un personnage qui n'est pas là dans la série originale. Et qui du coup va modifier les intrigues et la marche de l'histoire. C'est pas toujours très bien réussi, ça peut poser plus de problèmes, donc ils n'ont pas choisi cette solution-là. Non, là les personnages principaux sont quasi identiques. Moi j'aurais bien aimé, moi je serais trop content, là on a vu que 2 épisodes, si jamais à un moment donné ils différaient de l'histoire originale et ils avaient vraiment un enjeu pour la fin de saison qui serait vraiment impactant, parce que là si on se retrouve à la fin de l'épisode 6 et on dit ah bah tout était pareil, bah c'est bien, je regarderai peut-être pas la suite. C'est vrai qu'il y a des divergences, mais à chaque fois les divergences, on se débrouille pour revenir dans l'intrigue principale en fait. Donc il y a eu quelques divergences dans les intrigues, on va dire secondaires des personnages par rapport à la développement, mais à chaque fois ils retombent sur leurs pieds et ça ne modifie pas le braquage originel. On disait il y a un enjeu dans le contexte historique, bon, dans le futur, mais on sent que c'est historique comme moment, et il n'y a pas d'enjeu pour le scénar parce que pour l'instant on sait exactement ce qui s'est passé. Alors ils capitalisent sur une série saison 1 qui a exceptionnellement bien marché, c'était fou, et là vraiment s'ils nous font tout pareil, je vais être déçu. Pareil. Après, ça s'est très bien regardé. Oui, tout est bon, tout est bon. La réalisation, les acteurs, le jeu des acteurs, ça a l'air très bien, ça marche très bien. Les personnages sont cohérents, réalistes. Pour l'instant, moi, j'ai pas eu de point bloquant, à part le côté réchauffé. Oui, et bon, il y a certains acteurs, on en attend beaucoup. Alors, pour les acteurs principaux, c'est super. Il y a des petites subtilités dans les personnages. Mais ça se passe bien. Moi, j'aime beaucoup Tokyo parce que je la trouvais dans la saison 1 assez énervante. Et tout du long de la Casa de Papel, je la trouvais un peu énervante. Elle est très impulsive dans la Casa de Papel. Là, le personnage de Tokyo est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus mature. Oui, et c'est déjà super cool, mais elle a aussi moins de saveur. Et j'ai trouvé aussi qu'on la voit beaucoup moins qu'on pouvait. Elle est beaucoup moins centrale, en tout cas dans ces 2 premiers épisodes, que Tokyo pouvait être centrale dans la Casa de Papel, l'origine. Moi j'attends de voir pour Moscou, parce que c'est peut-être l'acteur ou même le personnage pour l'instant qui m'a le moins marqué, où j'ai plus l'impression qu'on est vraiment sur le papa gentil qui sourit beaucoup. Ça on l'a récupéré de Moscou, mais Moscou avait quand même un charme. Et là, bon, après on a vu avec la voix française, et peut-être que ça joue aussi, peut-être que la voix coréenne est super cool, et là ça irait mieux. Mais on verra bien pour Moscou, mais c'est le seul personnage qui m'a embêté. Moi c'est plus Ryo, là, du coup, que j'ai trouvé un peu énervant. Oui, bon. Plus énervant peut-être que... En fait, il compense le côté impulsif et énervant de Tokyo de la Casa de Papel d'origine, j'ai trouvé, dans la version coréenne. Bah, pour le coup, il fait vraiment enfant. Encore plus que dans la... Parce qu'il était quand même le plus enfantin de l'équipe dans la Casa de Papel d'origine, mais là je l'ai trouvé un peu énervant du coup. Ah, mais tu sens qu'il vient juste d'avoir 18 ans, quoi, j'ai l'impression, dans la série, et que ça reste un grand gamin, quoi. Après, celui qui m'a énervé le plus, c'est quand même le directeur, comme dans la Casa de Papel d'origine. Ils ont gardé le même personnage énervant. Mais bon, ça, ça fait partie du scénario, de l'intrigue. Ça fait partie en quelque sorte du charme de la Casa de Papel, c'est qu'on a un personnage qu'on adore détester, mais j'aurais préféré l'avoir plus en subtilité, ce fameux directeur qui est censé être Arturo. Et j'espère que ça va se détacher un peu dans les épisodes suivants. Il y a déjà des petits trucs qui sont différents avec lui. Mais c'est vraiment trop proche et c'est quelque chose, moi j'ai pas aimé, franchement, tout le background de Arturo. Alors c'est très important pour l'intrigue, c'est très important pour le scénar, mais pour un développement de personnage, pas fan. Par contre, Berlin, c'est un des personnages, pour le coup, la transition espagnole à coréenne, elle est juste exceptionnelle. C'est juste fou, vraiment, je suis super heureux. Et l'acteur qu'ils ont choisi,
est parfait. C'est l'acteur de Squid Game qui jouait le pote de l'acteur principal. Le meilleur ami qui le trahit puis se repentit à la fin. Et c'est vrai que le personnage de Berlin est vachement bien travaillé. Ils ont fait quelque chose de génial avec les flashbacks de son passé. On comprend vraiment comment fonctionne le personnage, que c'est quelqu'un qui ne croyait pas que la réunification des deux Corées allait changer quelque chose. Il a vécu tellement de choses dans son passé que pour lui, il est vraiment désabusé. C'est de toute façon, la nature humaine est horrible, donc il faut faire avec pour se faire sa place et survivre. Et on comprend vraiment bien ce qui se passe dans sa tête et pourquoi il réagit, comment il réagit au fil des péripéties des personnages. Oh, puis c'est bête à dire, mais... Il claque. Voilà, le personnage claque, vraiment. Et c'est pas juste des flashbacks qu'on va avoir dans la Casa de Papel où on va voir que c'était un voleur notoire et qu'il est un peu stylé, tu vois. Là, vraiment, on est sur le gars pas content et il a plus de saveur dans le cast parce qu'il explique mieux pourquoi il est comme ça. Dans les personnages, on a qui d'autre Neo Robbie. Là, j'ai vraiment l'impression que l'actrice est très belle, que limite elle est parfaite, elle va avoir les réactions des Neo Robbie dans la Casa de Papel, sauf que dans la Casa de Papel, elle a vraiment... on dirait qu'elle est presque réelle, tu vois. Neo Robbie, ça aurait pu être une vraie femme qui était vraiment... elle faisait quoi ? De la contrefaçon, je crois, d'œuvres d'art, de diamants, etc. Tu sens que c'est un personnage qui aurait pu exister. Alors que là... On a vraiment voulu copier un archétype de personnage qui ressemble à Neo Robbie. Alors, pour moi, c'est vraiment parce qu'on la voit pas, on la développe pas assez dans les 2 premiers épisodes. Du coup, j'ai pas l'impression qu'elle est vraiment, comme tu dis, une femme qui pourrait exister, mais pour moi, c'est parce qu'on la développe pas encore assez. Peut-être qu'ils vont la développer dans la suite, parce que là, on a vu que les 2 premiers épisodes. Donc, moi, pour l'instant, j'ai pas d'avis sur Nairobi parce que je l'ai pas assez vu dans les intrigues. Denver. Oui, on peut parler de Denver, il est assez proche. Parce que pour le coup, on le voit beaucoup et il fait partie de l'histoire principale, justement, avec la fameuse Monica coréenne. Han, je crois. C'est ça. Et pour le coup, ça marche très bien. J'avais un peu peur. Franchement, sur le Denver coréen, j'avais peur et ça se passe plutôt bien. Pour l'instant, il est très cohérent avec le Denver qu'on connaît. Et il arrive vraiment... L'acteur joue très bien, parce qu'il arrive à être touchant, comme avait pu être touchant Denver dans la Casa de Papel. Oui, on se dit pas que c'est juste un imbécile qui nous énerve, on comprend que des fois il fait des erreurs parce que il réfléchit pas assez et qu'il a de la gentillesse qui ressort. Mais c'est vrai qu'il est pas énervant pour autant. Mais ça fait vraiment partie des choses, il faut se dire, c'est qu'on attend vraiment de retrouver la Casa de Papel en version coréenne, tout ce qu'on est en train de dire. Finalement, c'est qu'il n'y a pas tant que ça de subtilité dans les personnages, à part leur background. C'est ça. Et c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse pour tous les fans qui cherchaient à avoir des différences, et puis du coup... la nouveauté, un côté inédit. Voilà, c'est ça. Et là, pour le coup, dans les personnages... Des choses qui nous font vibrer, des enjeux, parce que là, on a quasiment l'impression... Enfin, on a vraiment l'impression qu'on sait exactement ce qui va se passer, et c'est peut-être ça qui est le plus décevant dans cette série. Puis on connaît les personnages parce que on les a déjà vus et on les a déjà aimés dans la Casa de Papel, et là ça nous fait des fois bizarre de revoir Denver, Neo Robbie, alors que finalement c'est pas eux. Ouais, exactement. Donc, après il y a vraiment le couple extrêmement important, alors je dis couple, mais parce que c'est vraiment un duo qui fonctionne très très bien dans la saison 1 de Casa de Papel, et là dans les 2 premiers c'est pas mal du tout. C'est le professeur. Le professeur et l'inspectrice. L'inspectrice Raquel, qui n'est pas Raquel. Là, c'est Si Woo-jin. C'est Sun Woo-jin. Ouais, c'est ça, Sun Woo-jin. C'est ça. Et pour le coup... Oui, le professeur et l'inspectrice, ça marche très très bien. Il y a des petites divergences, du coup, par rapport à la Casa de Papel d'origine. Et là, j'ai trouvé que ces divergences étaient vachement bien. Elles sont très bien amenées. Est-ce que je le dis maintenant, du coup ? Non, on en parlera dans la partie spoil, mais c'est vraiment... Ça va être des divergences scénaristiques qui sont assez mineures, mais qui pourraient devenir majeures pour la suite. Et ça, ce serait super, parce que je voudrais un petit peu de nouveauté et de... Moi, je trouve que ça rend leur histoire plus réaliste. Aussi, oui, ça c'est quelque chose qu'on aimerait voir dans cette série, c'est
faites-nous la série parfaite où on gomme les erreurs de la Casa de Papel. Parce que même si ça a été incroyable la saison 1 et la saison 2, ça a été vraiment un moment incroyable où il y a eu énormément de fans. Enfin, ça a été impressionnant cette série. Mais il y a quand même eu des erreurs et on aimerait qu'ils les gomment. Alors malheureusement... Des petites choses qui étaient un peu décevantes, oui. Malheureusement, ils gomment pas tout. Non. Parce qu'il y a des moments qui sont aussi what the fuck que dans la série originale. Donc, à quoi tu penses? alors c'est du spoil, donc on va pas après. le dire, mais ça reste mineur pour l'instant, donc c'est pas trop grave, ça va pas vous sortir. Bah, je te propose que peut-être on passe à la partie spoil, parce que là on commence à avoir du mal à pas spoiler. Pour conclure cette partie no spoil, je dirais que si vous attendez cette série avec impatience, regardez-la. Par contre, si vous levez un sourcil en entendant parler de cette série en mode... Ah quoi, ils l'ont refait? Voilà, c'est ça. C'est pas la peine. C'est pas la peine. On n'a pas assez de divergence dans le scénario pour vraiment apporter quelque chose de neuf. L'anticipation est cool, ça ajoute un nouveau background au personnage qui, pour le coup, cette fois-ci, un contexte vraiment original. Voilà. Mais pour le coup, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de différence avec la série d'origine pour que ce soit vraiment quelque chose d'inédit et qui emballe des personnes qui n'ont pas forcément adoré l'univers de la première série. Si on a vraiment adoré être plongé dans l'univers de la première série, je pense qu'on peut beaucoup aimer regarder cette version coréenne. Si on n'a pas vu la première série, là, pour le coup, allez-y, regardez-la. Franchement, c'est très bien réalisé, c'est très bien fait. Les acteurs sont bons. Et même si vous aimez l'univers plutôt coréen avec leurs films, avec leurs séries, vous allez vraiment kiffer. Ça, il n'y a pas de problème. On retrouve tous les codes coréens dans cette série. Et... Voilà, donc plutôt bien agréablement surpris. C'est juste, ça manque peut-être d'ambition. C'est pas pour tous les publics. Et c'est même peut-être pas pour nous, c'est peut-être pour le marché chinois, coréen. Nous, on a eu la Casa de Papel, qui est plus Espagne, donc pas très loin de chez nous. C'est pas la même, c'est pas le même public. C'est tout. On va devoir rentrer forcément dans du spoil si on veut être plus clair, plus concis. On est parti. On rentre dans la partie spoil et l'une des divergences qu'on a, c'est la fameuse Monica coréenne qui s'appelle Han, je crois, avec le fameux Arturo. Alors lui, le directeur. Je ne sais plus comment il s'appelle, qui est toujours insupportable. Là, cette fois-ci, c'est que la Monica coréenne va dire « je suis enceinte ». Mais on n'est pas sûr. Et ça change beaucoup. Elle dit qu'elle n'est pas enceinte et au final, on ne sait pas encore à la fin du deuxième épisode si elle est enceinte ou non. Parce qu'il y a du coup ce côté est-ce qu'elle l'est pas. Du coup, l'histoire se passe dans la fabrique de la monnaie unifiée qui est à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc il y a des Coréens du Nord et du Sud qui travaillent là-bas. Le directeur est coréen du Sud, la Monica coréenne est nord-coréenne. Et ça influe leur histoire parce que du coup elle arrive, il y a une histoire d'amour mais elle s'attendait à ce qu'il l'aide, qu'il la protège, qu'il protège sa famille. Ça crée une dynamique différente. Elle est un peu moins sûre d'elle et la Monica de la Casa de Papel, c'est différent. Et là, du coup, au début, elle lui dit qu'elle est enceinte. Ensuite, elle lui dit qu'elle est pas enceinte. On a l'impression qu'elle lui disait qu'elle était enceinte pour qu'il ne rompe pas avec elle et qu'il continue à la protéger. Mais il y a quand même ce côté, est-ce qu'elle est enceinte ou pas? On sait pas trop, à la fin du deuxième épisode, si elle est enceinte ou non. Bah, c'est bien, c'est que ça joue justement avec l'histoire originale. Et ça, c'est impeccable. Parce qu'on se demande, l'histoire peut complètement différer, même pour une suite. Parce que finalement, la saison 3, c'est avec le gamin, avec Monica et puis Denver. Donc là, on se dit, si c'est pas pareil, ça voudrait dire que s'ils font une suite à la Casa de Papel coréenne, ça pourrait être différent. Ce qui, moi, va m'intéresser, parce que si on fait tout pareil, ça va me saouler. Parce que là, oui, du coup, ça pourrait créer une dynamique totalement différente entre Denver et Han. Que entre Denver et Monica de la première série. Donc là, c'est vrai que j'attends de voir. Pour l'instant, du coup, c'est entre elle et Denver, c'est quasiment exactement pareil. Il est gentil avec elle parce qu'il pense qu'elle est enceinte, il n'arrive pas à la tuer, mais ça, du coup, il ne sait pas à ce moment-là si elle est enceinte ou pas, mais quand même, il n'arrive pas à la tuer, et du coup, ils vont la faire passer pour certainement morte. Voilà. On va voir comment ça évolue de ce côté-là. Il y a des petites divergences aussi, j'aimerais qu'on en parle. Ce n'est pas à cause de Rio que la police arrive à avoir des images de l'intérieur.
Oui. Parce que dans la Casa de Papel, c'était la lycéenne, la fille de l'ambassadeur, qui arrivait à rallumer son téléphone et qui du coup avait une image de Rio. Là, ça, on ne l'a pas du tout. La fille de l'ambassadeur va essayer de draguer Rio. Elle va réussir à l'embrasser, mais il va très vite reprendre le dessus sur elle. Et ce n'est pas à cause de lui que les images sont révélées, c'est grâce au Arturo coréen. Du coup, ils arrivent à récupérer la montre connectée. Et dans la Casa de Papel, c'est au moment où Monica a réussi à avoir le téléphone qu'elle se fait prendre. Là, non, elle arrive à lui donner, il arrive à contacter la police, à avoir des images, et il le refile juste au moment où elle va se faire toper avec. Donc là, il y a des petites différences, mais on arrive au même résultat. Il y a des images de l'intérieur, elle se fait toper avec, et du coup, Berlin dit il faut la tuer. Donc il y a des petites divergences, mais on retrouve l'intrigue principale, comme je le disais, dans la partie no spoil. Par contre, ce qui a changé, c'est que quand ils font semblant de sortir de la fabrique, dans la Casa de Papel originale, ils tuent quelqu'un. Alors que là, c'est pas le cas. Oui, donc pareil, ce que j'avais trouvé bizarre dans la Casa de Papel d'origine, c'est que quand ils sortent de la fabrique et qu'ils sont face aux policiers, ils sont entre guillemets surpris de se faire réellement tirer dessus. Ce qu'on avait un peu trouvé bizarre pour des braqueurs qui sont censés s'y être préparés. Là, on retrouve la même chose. Pareil, Rio va se faire toucher, donc là dans le gilet pare-balles. Et vu qu'on n'a pas encore la relation Tokyo-Rio qu'on a tout de suite dans la Casa de Papel d'origine, on voit tout de suite leur histoire. Là, on ne l'a pas du tout. Toutes les scènes qu'on a entre eux, en fait, Tokyo l'envoie balader. Donc on se dit, il y a peut-être pas, en fait, d'histoire d'amour entre Rio et Tokyo. C'est pas clair du tout. Pour l'instant, on n'a aucun flashback pour nous dire ça. Ça se trouve, ils sont juste en froid et ils ont une relation avant. On ne sait pas, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, Tokyo, dans la série d'origine, va tirer sur les policiers. Là, la Tokyo de la série coréenne, comme on le disait, est beaucoup moins impulsive, beaucoup plus réfléchie. Elle va seulement lancer des grenades qui vont empêcher les policiers de voir, du coup, mais qui ne va tuer personne. Et ça fait plaisir hein, qu'on ait quand même... Pour moi, ça rentre dans ce qu'on disait avant, c'était le gommage des points qui sont un peu négatifs. Vraiment, il y a des personnages qui sont relous. La Tokyo coréenne, pour l'instant, me plaît plus. Enfin, j'avais bien aimé la Tokyo de la série d'origine, mais la Tokyo coréenne me plaît plus pour l'instant. Mais peut-être moins de saveur, elle est peut-être plus On lisse. va voir sur la durée. Par contre, son background n'est pas du tout lisse, il est juste génial. Il est bien son background. Elle a été dans l'armée, enfin c'est une nord-coréenne, elle a été dans l'armée nord-coréenne jusqu'à l'unification économique des deux pays, elle est venue en Corée du Sud en espérant avoir une vie meilleure, elle a plein de désillusions, elle se retrouve à devoir faire un prêt, elle se retrouve dans une histoire de proxénète. Elle a vraiment essayé de s'intégrer, en fait elle a fait partie de tous ces Coréens qui ont cru au rêve de la réunification et du fait que ça allait être un renouveau de leur civilisation, alors que pas du tout. Ça c'est vraiment un truc qui est amené par pas la dystopie, mais l'anticipation, c'est vraiment de se dire qu'il y en a qui font partie de... Enfin, ils font partie de ceux qui n'y croyaient pas vraiment, et ils ont raison, et il y a ceux qui rêvaient, comme pas possible, d'un monde nouveau. Et Tokyo est vraiment dans cette catégorie, je rêvais d'un monde nouveau. Et ça va, pour l'évolution des personnages, ça peut être juste exceptionnel. Et on verra bien, on espère, parce que s'ils jouent pas là-dedans, ce serait vraiment dommage, mais ils ont l'air d'être bien partis pour ça. Ouais. Voilà. Alors, pendant qu'on parlait un petit peu des différences et des couples, j'aimerais qu'on parle du duo professeur-inspectrice. Oui, Tsun. Ouais, où on disait qu'il y avait pas mal de différences dans leur relation. Bah, heureusement qu'on a enfin une différence du scénario original Casa de Papel, parce que là, ils se connaissent déjà avant, depuis 2 mois, alors que dans la série originale, c'était vraiment... Ils se rencontrent au moment du braquage. Voilà, ils se rencontrent au moment du braquage et elle soupçonne tout de suite le professeur. Et là, on a un jeu entre les deux, de savoir qui est le plus calculateur, le meilleur... Enfin, c'est vraiment un duel comme on va pouvoir voir dans... Je sais pas, dans... Une partie d'échecs. C'est une partie d'échecs et c'est... Par exemple, un moment qui est incroyable, c'est vraiment Death Note, où tu vas avoir ce duel entre Light Yagami, qui a le Death Note, et elle, et c'est
Voilà, justement, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est coréen, japonais, etc., c'est exceptionnel. Et là, on retrouvait ça dans la Casa de Papel, et c'est pour ça que ça a autant marché. Alors, si vous n'avez jamais regardé ou lu Death Note, ça ne vous dira rien, mais on est sur un jeu calculateur d'échecs et maths sur 2 personnages, et c'est extrêmement puissant comme narration, comme histoire, et on retrouve ça, et heureusement, ça va être différent leur jeu à 2, et... Le jeu, quand ils sont dans le contexte braquage, c'est quasiment exactement pareil. On a pareil la relation au téléphone qui s'installe de la même façon. C'est vrai. Avec les questions gênantes, tout ça, la confiance, nanana. C'est pratiquement le même texte. Mais la relation, on va dire qu'ils ont à côté du braquage, où ils sont vraiment amoureux. L'un avec l'autre. Ils sont amoureux à ce moment-là. Ils se le disent pas clairement, mais ça fait 2 mois qu'ils se connaissent, on sait qu'ils ont couché ensemble. Ça fait 2 mois que le professeur a ouvert un café, et que c'est comme ça qu'ils se connaissent, et qu'il va utiliser le café pour lui donner à manger parce que c'est pas loin du braquage. Donc on sent, puis du coup moi j'ai trouvé ça plus crédible, parce que quand t'es dans un braquage, tu vas pas commencer à voir des nouvelles personnes et passer du temps avec ton nouvel amoureux, alors que là, ils se connaissent déjà depuis 2 mois, donc c'est plus logique qu'elle le voie dans le contexte du braquage. Et c'est même plus logique de le soupçonner, parce que ça fait que 2 mois, tu vois. Alors que leur relation dans la Casa de Papel, des fois, n'avait pas de sens. Enfin, tu te dis que c'est vraiment le danger, la mort qui est vraiment à côté, qui pourrait faire en sorte qu'elle tombe amoureuse pile pendant un braquage, mais sinon ça n'a pas de sens. Là, ça va avoir du sens qu'elle le soupçonne. Bon, ça a été un peu tiré par les cheveux, le fait qu'elle le voie à la porte. Derrière la porte, elle voit le reflet dans un miroir de lui derrière la porte qui écoute le coup de fil quand on lui dit de revenir sur le braquage, et elle trouve ça suspect, et il lui dit « Non, mais c'est parce que tu vois, j'ai peur que tu vois quelqu'un d'autre, parce que moi je tiens beaucoup à toi. » Pourquoi elle sort les menottes? Oui, j'avoue, elle pose les menottes sur la table en mode « T'as intérêt à avoir une bonne explication. » Ça, j'ai trouvé que c'était un peu gros, c'est vrai. Oui. Bah, là, pour le coup, tu te dis, ça fait 2 mois. Pourquoi elle réagit comme ça? La réaction est trop excessive, du coup, vu que ça fait 2 mois. C'était pas assez bien dosé, du coup. Après, pourquoi pas? Parce que tu étais pendant un braquage, t'as tous tes sens en alerte, tu te poses beaucoup de questions, tu vois des ennemis partout, donc pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Par contre, il y avait un des points qui m'a gêné dans les 2 premiers épisodes, c'est la fameuse scène, on en a parlé, où ils font croire qu'ils sortent dehors pour s'échapper, et ils se font tirer dessus, Rio se fait avoir et reçoit des balles, et ce n'est pas convaincant. Cette scène était là dans la Casa de Papel saison 1, elle n'était pas convaincante. Pourquoi on en a parlé, ils se sont pas protégés quand ils sont sortis? Tu sais, vraiment, cette scène n'a pas de sens. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a vraiment l'impression qu'ils ne s'étaient pas préparés à se faire réellement tirer dessus, que ce soit dans les 2 séries, en fait, et ça m'a semblé aussi invraisemblable que la première fois. Voilà, c'est ça. Mais heureusement, des moments comme ça qui sont pas possibles ou bizarres, il y en a pas d'autres. Il y a aussi celui au tout début où ils prennent le convoi. Le convoi qui va aller à la fabrique de la monnaie, et que c'est comme ça qu'ils arrivent à s'introduire dans la fabrique de la monnaie en prenant possession du convoi et en se plaçant parmi les policiers. Au moment où ils arrivent devant le convoi, les policiers n'ont aucune réaction, il n'y en a pas un qui dégaine. Et ça, bon ok c'est cool, il n'y a pas de blessés, tout ça, ils peuvent être surpris, mais des policiers qui ont un convoi avec autant d'argent, on s'attend à ce qu'ils soient quand même un minimum préparés, surtout qu'il y a des voitures... Enfin... Ils auraient pas forcément dégainé, par contre ils auraient senti... qu'ils aient une réaction. Voilà. Parce que là ils sont en mode... Non, ils auraient dû sentir l'entourloupe, et ils auraient dû déjà se préparer, la main sur le pistolet, ça, etc. J'ai trouvé que c'était dommage. Et en effet, là, c'était vraiment, ils étaient en panique, alors que non, bah les gars, vous transportez de l'argent, vous êtes un convoyeur de fonds. Vous devriez être préparés à ça. Ouais, exactement. Comme les braqueurs devaient être préparés à se faire tirer dessus par les policiers. Là, c'est pareil. Sinon, une incohérence que t'as dans la série, que t'as dans la Casa de Papel, c'est par rapport au téléphone. Alors, ils justifient ça par le fait qu'ils sont pas censés avoir un téléphone allumé dans la fabrique, parce que, attention, c'est très secret et tout ça. Dans la Casa de Papel, c'est comme ça qu'ils justifient. Mais là, finalement, pour des lycéens et même pour les employés, pourquoi il n'y en a aucun qui a son téléphone et qui en 2 secondes va le sortir pour appeler la police? Parce qu'ils ont quand même tout un temps de préparation
Et ensuite, ça m'a pas choqué. c'est eux qui vont activer l'alarme pour prévenir les flics et faire semblant de sortir. Ah, tu veux dire au moment où les braqueurs débarquent, ils pourraient appeler sur leur téléphone. C'est ça. Il y a plein de moments où on se dit ils arrivent trop bien à gérer les employés qui vont allumer sur l'alarme, où ils prennent les téléphones au bon moment, mais ça n'empêche, il y a une 50aine de personnes dans la banque. Surtout que là, dans la série coréenne, il y a beaucoup plus de moments où les futurs otages fuient et essaient de se cacher. C'est beaucoup plus visible que dans la première série. Et du coup, il y a plus de moments, effectivement, où ils auraient pu appeler à l'aide. Bon, après, là, on est vraiment... C'est des détails. C'est du détail, on pinaille, mais non, ça va. Alors, le plan du professeur, du coup, là, qu'on voit dans le début de la série, les braqueurs prennent possession du convoi qui doit arriver dans la fabrique et qui, du coup, sert d'espèce de cheval de Troie pour s'introduire dans la fabrique. Parallèlement, Tokyo et Nairobi rentrent avec des armes au portique de sécurité. C'est comme ça qu'elles vont empêcher les employés d'appeler au secours. Elles se font repérer comme dans la série d'origine, elles arrivent à mater les autres, tout le fait. Ensuite, du coup, Moscou essaie d'ouvrir le coffre, pareil. Ils arrivent à avoir l'argent, Denver se jette sur l'argent et on retrouve cette scène où on voit son immaturité et tout ça. Ils remplissent des sacs d'argent et font semblant de vouloir sortir par la porte principale, et c'est là qu'ils tombent sur les policiers qui se font tirer dessus et qu'on se dit « mais vous étiez pas préparés à ça ?» Du coup, ils sont obligés de se retrancher dans la banque, de fermer les portes, et là, ils font comme si, du coup, ce n'était pas prévu, pour avoir le temps d'imprimer des billets... Pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours. C'est ce qu'on voit dans les 2 premiers épisodes, et on retrouve exactement, effectivement, ce plan, étape par étape, exactement le même. Et puis il va se passer les mêmes problèmes finalement, parce que tout, et je crois que c'est pas Berlin qui le dit, c'est peut-être Moscou qui dit que tout ne se passe jamais comme prévu. C'est le cas dans la Casa de Papel, c'est le cas dans la Money Heist Korea, mais le problème c'est que c'est exactement les mêmes choses qui se passent pas pareil, et bon, c'est dommage. Il y a une dernière chose pour conclure finalement cette review. Moi j'attends vraiment pour la suite la musique Bella Ciao. Enfin, je m'attends pas... un équivalent, oui. Voilà, je m'attends... de la Bella Ciao, l'hymne révolutionnaire. C'est ça, en fait, on a vraiment des moments impactants. Parce que c'est vrai que comme dans la série d'origine, on a ce côté, c'est un acte révolutionnaire. Ce n'est pas un braquage, nous ne volons de l'argent à personne, nous imprimons de l'argent qui n'existe pas, c'est un acte révolutionnaire. On retrouve vraiment ce côté-là, du coup, avec tout cet aspect, le contexte coréen d'anticipation. Ils nous mettent vraiment... Et heureusement qu'on a ce contexte, parce que sinon ça aurait fait vraiment trop réchauffer, en mode les gens qui sont de preux chevaliers qui veulent voler aux riches pour donner aux pauvres. Trop Robin des Bois. Voilà, ça aurait été trop réchauffé de la Casa de Papel, on aurait dit bon c'est très bien, merci. Mais là on a vraiment ce contexte où ils peuvent faire beaucoup de choses avec. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour ce début de saison qui était vraiment pas mal pour Money Heist Korea. Ça fait un peu bizarre qu'on dise ça et pas Casa de Papel, mais bon, soit. Ça permet de différencier les autres. Voilà, ça permet de différencier. Et c'était pas mal, vous avez eu notre review complète, on va pas revenir sur chacun des points, on va simplement vous souhaiter une excellente journée. Et puis à la prochaine. À la prochaine, et comme d'habitude, venez nous dire en commentaire ce que vous avez aimé, si ça vous a donné envie de la voir, si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, tout ça. Ça, c'est extrêmement important, ça nous fait vraiment plaisir quand vous venez en commentaire, parce qu'on n'a pas la science infuse, en plus de ça, on vient de commencer les vidéos sur YouTube, donc vraiment c'est un plaisir, et c'est d'une grande aide quand vous venez nous parler de notre travail, mine de rien. De nous dire aussi ce que vous en avez pensé, parce que c'est génial de pouvoir échanger, c'est aussi pour ça qu'on a fait les vidéos, pour pouvoir échanger. Tout à fait. Sur les séries, les livres, tout ça. Voilà, on vous laisse, à la prochaine, ciao. À bientôt.